Durant l'été 2011, je partis pour le grand nord de l'Alaska, dans un endroit connu sous le nom des Hautes Terres de l'Utikoq. Là-bas, j'ai passé 9 semaines en solitaire dans le but d'assister à un phénomène naturel d'une grande beauté. En effet, au début de l'été, les Hautes Terres de l'Utikoq sont le lieu de vélage où des milliers de caribous femelles se rassemblent pour donner naissance à une nouvelle génération. Après cela, les mâles les rejoignent afin de former un troupeau géant qui, durant quelques semaines, partageront ce lieu unique. Ceci dans le but de créer les conditions optimales pour leur sécurité et leur bien-être. Car hormis les grands prédateurs comme le loup et l'ours, il y a surtout les milliards de moustiques et autres insectes parasites qui, durant l'été, vont être les ennemis des caribous. À 325 000 têtes, il était en 2011 le plus grand troupeau en Amérique du Nord. Les Hautes Terres de l'Utikoq se trouvent dans le nord-ouest de l'Alaska. Elles recouvrent une surface de 15 600 km² et font partie d'une zone encore plus vaste qui porte le nom de la Réserve nationale de pétrole d'Alaska. Avec ses 95 000 km², il est le plus grand territoire public et sauvage des États-Unis. Cette réserve fut fondée par le président Warren Harding en 1923, d'abord sous le nom de Naval Petroleum Reserve, pour ensuite acquérir en 1976 son nom actuel. Comme il semble l'indiquer, cette terre est riche en pétrole, mais aussi en charbon, gaz naturel et minerais en tout genre. D'ailleurs, on peut en voir des preuves visuelles sur toute sa surface. Et de ce fait, les autorités américaines se trouvent partagées entre le désir d'exploiter ces matières premières et le besoin de protection de la faune sauvage, et notamment des milliers de caribous qui ont choisi ces terres pour leur survie. Les Hautes Terres de l'Utikoq se situent dans la partie sud-ouest de la réserve et sont délimitées par les sources de ces 3 fleuves principaux. Le fleuve Cocolic à l'ouest, le fleuve Utikoq au centre, qui a donné son nom à cet endroit, et le fleuve Colville à l'est, qui est le plus grand fleuve au nord du cercle polaire arctique. C'est un système fluvial très isolé, loin des sentiers battus, et hormis les Inupiats qui y viennent chasser à la belle saison pour leur subsistance, les hommes ne s'y rendent que très rarement. Ces fleuves ont su se tailler leur lit à travers une étendue de plateaux que l'on appelle Utikoq Upland. C'est un paysage arctique puissant, ouvert sur toutes les directions de l'horizon, ouvert sur le ciel et le vent. C'est depuis la Dordogne que je préparais mon expédition. Et c'est avec mon ami Thierry que l'on construisit un type de chariot tout-terrain. Je ne sais pas si vous voyez le plan d'origine. En fait, je pensais m'équiper d'un tel prototype afin de pouvoir tirer près de 35 kg et ainsi marcher jusqu'à 3 semaines de mon camp de base avec nourriture et équipement vidéo. Le principe était simple. Un chariot tiré à l'aide d'un harnais que j'enfilerais, le tout reposant sur des roues en PVC sous-gonflées. En plus de faciliter la marche sur le terrain, elles avaient pour but d'avoir un impact minime sur le lichen et autres plantes de l'Arctique. Par rapport au traditionnel sac à dos, j'y gagnerais en autonomie et en confort. Du moins, c'est ce que je croyais. Alors c'est prêt? C'est quasiment prêt, hein? C'est beau. Ah, on y est presque. Une fois le chariot construit, il était grand temps de tout rassembler pour faire mes bagages, de dire au revoir à ma famille, puis de prendre l'avion en direction de Fairbanks.
Là-bas, j'allais y passer un mois pour faire les derniers préparatifs avant de partir pour le village Inupiat de Kotzebue, lequel se trouve sur la côte ouest de l'Alaska, au nord du cercle polaire arctique. La préparation, qui de loin me demanda le plus de sérieux, était sans aucun doute la nourriture. Jelly beans. Yeah. You got 10 pounds of jelly beans here. What's this? Je partais 2 mois au milieu de nulle part et je n'emmenais avec moi aucune arme à feu, ni pour chasser, ni pour me défendre. À part les bonbons, la nourriture était soigneusement calculée suivant 3 points essentiels. Le rapport poids et énergie des aliments répondant au maximum aux besoins du corps, et le fait que cette nourriture puisse se manger froide. Sur ce dernier point, l'idée était d'assurer une discrétion odorante maximum par rapport à d'éventuelles rencontres avec les ours, qui durant cette période de l'année sont constamment à la recherche de nourriture. 2500 kcal par jour, ça fait 150 000 kcal pour 2 mois. Donc voilà, c'est 150 000 kcal. On a du oatmeal pour le petit déjeuner avec du breakfast instantané, un petit déjeuner instantané, des noix, des barres de céréales, de la viande séchée pour rappeler le saucisson, des fruits secs, du lait en poudre, du thé, des pâtes, des noodles, de la purée instantanée, on a juste à rajouter de l'eau, et puis le champagne pour les moments de douceur pour mon anniversaire. En arrivant sur Kotzebue, je pris tout de suite contact avec Eric, le pilote d'avion qui devait me déposer en pleine nature. Il me fit savoir que le temps était mauvais et le serait encore pendant plusieurs jours. Mais qu'aujourd'hui il y avait une fenêtre d'opportunité et selon lui il fallait la prendre. Donc ni une ni deux et me voilà directement reparti. Ces pilotes sont des as qui connaissent vraiment bien le climat au changement brutal de ces régions. Je lui faisais donc entièrement confiance. Et après plus d'1 heure et demie de vol, nous arrivâmes à l'endroit que je lui avais indiqué. Tout ce dont il avait besoin pour atterrir était 100 à 150 mètres de terrain plat et sec. Et après avoir déposé tout le matériel, il était temps de se dire au revoir. On garderait contact par téléphone satellite si jamais il devait revenir me chercher plus tôt, sinon il ne reviendrait que début août. Après tous ces mois de préparation, je me retrouvais enfin seul, face à moi-même, perdu au beau milieu de l'immensité des régions arctiques. La première chose que je fis ce soir-là fut d'assembler les éléments de mon chariot. Et voilà! Et c'est en l'essayant que je pris conscience d'un petit problème de taille. En effet, mon camp de base était situé de telle façon que d'un côté, j'avais le fleuve Utukok qui était en crue et donc infranchissable, et de l'autre côté, un mur de végétation large et épais qu'il me serait aussi très difficile de traverser. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais légèrement confus et me demandais si je ne devais pas changer mon camp de base d'emplacement. Mais voilà, vu d'avion, c'était le seul endroit plat, ferme et sec que nous avions remarqué avec Eric. Finalement, pour moi cela faisait déjà plus de 18 heures que j'étais réveillé et je me dis que je verrai cela demain, après m'être reposé. De plus, le temps avait été super toute la journée, mais il changea rapidement et la neige se mit à tomber. C'était le signe amplement mérité d'aller me coucher.
Le lendemain, le beau temps était en rendez-vous. J'en profitais pour recharger une dernière fois les batteries et proportionner minutieusement ma nourriture. Afin de tester mon équipement, j'avais décidé de faire un premier petit périple de 5 jours aller-retour en direction de la montagne Viande, ou la Meat Mountain comme ils disent en anglais. Meat Mountain faisait figure de relief prédominant dans la région. À mon avis, ceux qui avaient donné ce nom à cette montagne avaient dû voir en elle une entrecôte posée un peu comme ça, au beau milieu des hautes terres de l'Utucock. Meat Mountain se trouve à l'est de mon camp de base. Et pour y aller, il me fallait passer au travers de cette mini-forêt de saules de l'Arctique, qui soit dit en passant était moins difficile que je l'avais imaginé. Il me fallait ensuite traverser un bras du fleuve Utucock et un champ de neige pour finalement arriver en terrain ouvert. Mais le Tussock s'avérait très rapidement être un obstacle beaucoup plus ardu à franchir que je ne le pensais. Et je m'apercevais que mon chariot ne supporterait pas ce challenge. J'allais donc attendre la fin de l'été et ainsi pouvoir m'en servir dans le lit des rivières asséchées. Alors en fin d'été, un truc qui est fort agréable quand on marche dans la toundra, c'est de prendre les rivières. Parce que les rivières sont tous à sec, ou la plupart des petits. Hein, les grands, il y a encore de l'eau. Mais c'est très pratique parce que du coup on peut marcher dans leur lit. Ce qui facilite énormément la tâche. On n'a pas à marcher dans le Tussock. Donc ça c'est super. Regardez, c'est tout sec, ça fait des belles avenues. Mais à ce moment, c'est un peu comme d'un couteau suisse que je m'en servis. Et finalement, c'est avec mon sac à dos que je partis pour Meat Mountain. Certes, j'étais déçu de ne pas pouvoir utiliser mon chariot. Mais je me disais que vers la fin de l'été, je pourrais toujours m'en servir pour monter vers le nord, en direction d'un affluent du fleuve Utucock. Il y avait là-bas des empreintes de dinosaures fossilisés dans le lit d'une rivière, et à cette époque de l'année, les eaux étant au plus bas, il me serait alors facile de marcher le long de leurs berges. Mais en attendant, je n'étais qu'au début du mois de juin, et bien que la neige fondait rapidement, elle était encore présente sur de nombreux reliefs. La plupart des rivières et fleuves étaient en crue et n'offraient pas des berges assez dégagées. Et surtout, la plupart auraient été infranchissables à traverser avec mon chariot. J'étais tranquillement là, à humer l'air frais et à observer le paysage, quand soudain je vis mes premiers caribous. C'était un petit groupe d'une dizaine de têtes, mais déjà le spectacle à mes yeux était tout simplement superbe. Dans la même journée, je vis plusieurs groupes, et les voir me remplissait de joie et d'émotion. Cela me réconfortait aussi, car j'étais venu d'aussi loin pour être le témoin du grand regroupement qui aura lieu d'ici quelques semaines. Du coup, je m'installais sur des promontoires dominants qui m'offraient à chaque fois des moments d'une grande beauté et d'intenses sensations. Le temps d'observer au loin et d'essayer de percevoir tous les indices qui m'aideront à ne pas rater ce phénomène unique. Après seulement quelques jours de marche, j'étais enfin arrivé sur les hauteurs de Meat Mountain, et c'est un couple de marmottes de l'Arctique qui m'accueillit. Elles étaient là, tranquilles, avec la vue perçante qu'elles ont, elles avaient dû me voir arriver depuis longtemps. Mais pour ma part, j'eus à peine le temps de profiter du spectacle, que la neige se mit à tomber et le vent a soufflé. Donc après ces 2 jours positifs de mise en forme loin de mon camp de base,
je décidai sur le champ d'y retourner afin de préparer ma seconde aventure. C'était sur le chemin du retour que j'eus mes premières rencontres avec le roi de la toundra. Hello l'ours! C'est toujours très impressionnant de rencontrer un ours. Ça me met toujours dans cet état-là. Cette fois-ci, j'en avais deux. Ça devait faire déjà un bon petit moment qu'il me regardait. Il était assis là-haut. Hein, on peut vraiment voir. Il avait une position assez relaxe. Il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'odeur. J'ai pas voulu qu'il vienne plus près parce que justement, comme il n'y a pas d'odeur, il est dans un mode de curiosité et puis bon, on veut garder nos distances. Mais bon, il fallait lui faire signe qu'il s'arrête en levant les bras. Et puis il est parti. Enfin, on espère qu'il est parti. Si en fait il est descendu, donc je vais être super vigilant et je vais bien regarder ce qui se passe, quoi. C'est vrai que le grizzly était de loin l'animal de ces régions auquel il fallait vraiment faire le plus attention. Je n'avais emmené avec moi aucune arme à feu. Et je n'en voulais pas car de toute manière trop lourd et trop encombrant, et puis en plus je n'avais jamais tiré sur quoi que ce soit. Néanmoins j'avais quand même pris avec moi 2 bombes lacrymogènes spéciales anti-ours. En fait elles étaient composées d'une mixture de poudre de piments les plus forts. La garantie n'était pas du 100%, mais ça, plus une connaissance de leurs besoins alimentaires, de leurs habitudes et un peu de bon sens, était tout ce dont j'avais besoin. Le grizzly est un animal omnivore, ce qui veut dire qu'il mange de tout. En fait, la composition de sa nourriture se fait à 80% de plantes et de fruits. Les 20% restants se composent le plus souvent de carcasses d'animaux morts. Mais aussi, ça lui arrive de charger sur un troupeau de caribous ou de mox oxen afin d'essayer de les déstabiliser et d'attraper les nouveau-nés. Par contre, en fin d'été, il déterrera volontiers les chiens de prairie pour se faire une surcharge de graisse. Ce qu'on a ici, c'est des ours qui sont venus déterrer des chiens de prairie. Ils font assez de ravages, il y en a là. Parce que pour les ours, les chiens de prairie sont ce que la barre de céréales est pour nous. Donc quand vient la saison, c'est-à-dire en fin d'été généralement, pour se faire une surcharge en protéines et bien se remplir l'estomac avant de passer l'hiver, eh bien ils vont déterrer tous les chiens de prairie qu'ils peuvent et ça fait ce travail là, quoi. Alors en plus de ça, là je vois qu'il y a des patates esquimaux, donc c'est pas très malin pour les chiens de prairie d'avoir fait leur trou ici, parce que les patates esquimaux en revanche sont la nourriture que les ours vont manger en début d'été. Dès qu'ils sortent de leur hibernation, généralement ce sont les premiers
végétaux qu'ils mangent. Le grizzly est un animal opportuniste, avec un sens accru de l'odorat. Et à ce sujet, je n'ai jamais gardé de nourriture dans ma tente, mais toujours à au moins une centaine de mètres. D'ailleurs, planter la tente me demandait aussi d'étudier les alentours. Cela voulait dire que sur le site choisi, il fallait observer qu'il n'y ait pas d'empreinte de passage, ni trop de plantes ou de baies qui constitueraient la nourriture de l'ours. Malgré toutes les précautions, une rencontre nez à nez avec lui peut toujours arriver. Et dans ces cas-là, la règle d'or, c'est de ne pas courir pour s'échapper, de rester sur ses gardes, de se faire reconnaître. Hello! L'ours! Et d'analyser la situation. Percevoir au plus vite son attitude. S'il est en mode de chasse, ou s'il est stressé parce qu'il y a des petits à protéger, ou si tout simplement il est curieux, car l'ours est un grand curieux. Une chose est certaine, c'est qu'en règle générale, à la vue de l'homme, le grizzly s'enfuit. Bon, c'est presque un live. Pas qu'on perd notre calme, faut pas. Mais il y a un ours qui se trouve juste en face. Je sais pas si vous le voyez, qui se trouve en face là-bas. Et au moment où je vous parle, il y en a un qui est juste là. Alors celui-là il m'inquiète un peu plus parce qu'il est assez près, mais on garde notre calme et je vais le filmer. Hello! Bon, il faut que je vous avoue, j'ai le cœur qui a un peu battu là. Arrivé au camp de base, le beau temps était de nouveau au rendez-vous. Je commençais donc par recharger les batteries de ma caméra et encouragé par la température agréable de l'air, j'en profitais aussi pour prendre un bain et laver mes vêtements. Faut toujours prendre l'avantage d'un beau temps comme ça. Donc aujourd'hui, bain. Ça va être un bain froid, mais on va faire vite. Ok? That's it. Ah, oh, elle est froide. Des moments de toilettage, il y en a eu 5. Tous auront été avant l'arrivée des moustiques. Après, cela m'aurait été tout simplement impossible. Après 2 jours passés au camp de base, j'étais prêt à partir pour ma deuxième aventure. Ce voyage allait durer une dizaine de jours. Il allait m'emmener en direction de la source de la rivière Driftwood. D'après les recherches que j'avais pu faire à l'université de Fairbanks, il y avait sur les berges de cette rivière des sites archéologiques vieux de plusieurs siècles, voire millénaires que je voulais redécouvrir. Ensuite, je prendrai la direction de l'ouest afin de rejoindre la rivière Adventure, la descendre et ainsi rejoindre mon camp de base. Il me faudrait pour cela retraverser le fleuve Utucock, et je savais qu'en ce moment il n'était pas vraiment franchissable. Mais je me persuadais que dans 10 jours, la crue hivernale aurait cessé et le niveau aurait baissé. C'était un pari. Si je le perdais, il me faudrait faire demi-tour, donc j'emmenais avec moi des provisions supplémentaires. Ce matin-là, il faisait très beau, et il n'y avait pas un seul nuage. Pas trop loin de moi, 3 bécasses faisaient leur toilette, quand soudain elles prirent leur envol.
je me demandais ce qui avait bien pu déclencher ce départ précipité. Et c'est en me retournant que je compris. En effet, deux loups venaient directement sur moi. Comme j'étais au sol et que le vent ne leur était pas favorable, ils ne purent me sentir et me prirent certainement pour un caribou blessé. Ces deux loups avaient l'air vraiment sains, il n'y avait donc aucune raison d'avoir peur. Je savais qu'à un moment ou à un autre, ils allaient passer sous le vent et prendre conscience de ce que j'étais. C'est fou quand même la réaction que les animaux sauvages peuvent avoir à l'encontre de l'homme. Un peu plus tard, dans la même journée, en remontant la rivière Driftwood, j'aperçus au loin ce que je croyais être encore des barils de pétrole laissés là, à l'abandon. À y regarder de plus près, il me semblait les voir bouger. J'hallucine, me dis-je. Je ne comprenais pas ce que je voyais. En réalité, c'étaient des bœufs musqués. Quelle journée! D'abord des loups, des bœufs musqués ensuite. Vraiment, j'étais chanceux. À mon approche, ils étaient méfiants, mais lorsqu'ils sentirent que je n'étais pas un danger pour eux et leurs petits, ils reprirent tranquillement le cours de leur vie. Ils prirent même le temps de faire une pause à moins de 100 mètres de moi, et c'est en leur compagnie que je passais une bonne partie de la journée. Le bœuf musqué est mal nommé. Ce n'est pas un bœuf et ne produit pas de musc. Leur odeur caractéristique était probablement connue par les premiers explorateurs qui ont rencontré et nommé cet animal. Ce mammifère est un membre de la famille des ovités et est plus étroitement apparenté aux moutons et aux chèvres qu'aux bœufs. Après avoir disparu de l'Alaska à la fin du XIXe siècle, ils ont été réintroduits avec succès dans le nord-est de l'Alaska en 1969. Et après une croissance rapide, nombre de bœufs musqués se sont propagés partout le long de la côte nord pour descendre jusque dans les hautes terres de l'Utukok. Pour nous, il était temps de se quitter et je repris ma route. Au cours de mon séjour, les bœufs musqués m'auront fait vivre une autre illusion d'optique assez rigolote. Là-bas, il y a ma tente. Et là-bas, au loin, il y a un ours. C'est trop loin pour moi pour aller sur la tente. C'est à peu près à 4-5 km. Ouais, qu'est-ce que je raconte à 3 km, 2 km. Néanmoins, ça va être très intéressant s'il passe près de la tente pour voir ce qui se passe. Faut pas qu'il la foute en l'air. Il me reste encore 20 bornes à faire avant de revenir au camp de base. Ok. Alors je crois que c'est pas de chance du tout parce qu'il s'est mis à faire la sieste. Et ça peut faire la sieste pendant des heures un ours. 2 heures plus tard, l'ours est toujours en train de faire sa sieste. Je vais y passer toute la nuit. On va attendre. En tout cas, j'ai une super vue. J'ai bien attendu facilement 2h30 là-haut pour que l'ours bouge. Et en fait, c'était pas un ours, c'était un musk oxen en anglais, un bœuf musqué.
Où sur Terre est-il possible de trouver la plus grande concentration de moustiques? Et non, ce n'est pas la jungle ou autre endroit chaud et humide, mais dans les régions arctiques. La plupart des terres de l'Arctique sont assez plates et le permafrost empêche toute infiltration. De ce fait, l'eau qui dégèle en été ne peut s'écouler et stagne sur des milliers de kilomètres carrés. Allez, pour ceux qui ne se souviennent plus ce que c'est le permafrost. Le permafrost est la partie du sol ou du sous-sol gelée en permanence que l'on retrouve dans les régions de l'Arctique et de l'Antarctique ainsi qu'en haute altitude. Donc entre l'humidité permanente et la lumière présente en été 24 heures sur 24, nous avons là tous les ingrédients nécessaires à une explosion du nombre de moustiques pendant cette saison. J'ai presque du mal à respirer tellement il y en a. C'est la première fois qu'il y en a autant. Ce n'est encore que le début. Alors j'ai ma crème anti-moustique que j'ai pris. Par contre, j'ai pas pris la moustiquaire. Là, je crois que je vais la prendre la prochaine fois parce que ça va pas être possible. C'est bien simple. Je peux plus les supporter. Si j'en chope un, je te le massacre. Puis en même temps, un seul, ça sert à quoi? Bah, j'en ai massacré un et puis maintenant, ils veulent tous me massacrer. Ouais. Faut être philosophe. Très philosophe. Effectivement, il fallait garder une certaine dose de philosophie. Les moustiques allaient être présents en très grand nombre tout au long de ces 6 semaines à venir, et il fallait donc s'en accommoder pour pouvoir vivre en leur compagnie. Il y avait durant la dernière grande glaciation un pont de terre qui reliait la Sibérie à l'Alaska, et c'est par ce lien que les hommes préhistoriques conquirent en partie le Nouveau Monde. Depuis la fin du Pléistocène, il y a à peu près 10-12 000 ans, jusqu'à la rencontre des premiers blancs, des premiers colons venus de Russie ou d'Europe, un grand nombre d'humains se sont installés dans cette région du nord de l'Alaska. On peut retrouver leurs traces par de nombreux fragments de pierres taillées qui représentent une industrie lithique de plusieurs milliers d'années, notamment ici sur cette colline qui surplombe la rivière Driftwood, un endroit idéal dans l'attente des migrations de caribous, de mammouths, les rhinocéros laineux, les bisons, les musk oxen. Des sites comme celui-ci, j'allais en découvrir une demi-douzaine éparpillés dans toutes les hautes terres de l'Utukok. Ce deuxième périple était un succès total. Des loups, des bœufs musqués, des sites préhistoriques, c'était vraiment beaucoup plus que ce que j'en avais espéré. Mais alors que je prenais conscience de la vitesse à laquelle poussait la végétation, et donc du temps qui filait rapidement, je me posais aussi des questions à propos des caribous. En effet, hormis quelques traces de leur passage, cela faisait déjà plusieurs jours que j'en avais plus vu, et la toundra me parut soudainement vide. Pourtant le grand troupeau devait déjà s'être formé, mais où était-il? J'espérais seulement de ne pas les avoir ratés. La fin de ce périple se passa sans problème, et je pus retraverser le fleuve Utukok pour rejoindre mon camp de base. Et voilà, une de moins à passer. Le temps de recharger mes batteries et de faire des provisions, et j'étais reparti. Cette fois-ci, en direction du fleuve Kokolik et de ses gisements de charbon à ciel ouvert. Pour arriver jusqu'à eux, il me fallait d'abord traverser pendant 2 jours un immense champ de tussock.
Et du tussoc, il y en avait partout sur les hautes terres de l'Utucoque. Donc voilà le fameux tussoc. Ce qu'on voit à la télé quand on se dit « Oh, c'est plat la toundra, ça doit être facile à marcher ». Pas du tout. C'est même très difficile. Ces touffes d'herbe là sont faites principalement de ce qu'ils appellent en anglais le cotton grass. J'appellerais ça l'herbe à coton, je connais pas trop la définition en français. Alors voilà, ça fait des touffes. Et entre les touffes, on a de l'eau, généralement de l'eau qui est là, qui ne peut pas vraiment s'écouler. D'un, parce qu'il y a le permafrost en dessous qui empêche l'eau de s'écouler. Et de deux, généralement, ça fait toujours des petites cuvettes comme ça, entre ces fameuses touffes d'herbe. Et donc voilà, donc on en a des champs entiers. Et pour le coup, moi je vais devoir aller en face. Ça c'est une pompe à eau avec un filtre en céramique. Ça enlève les impuretés, les œufs de moustiques, ça enlève pas les bactéries, mais bon, c'est de l'eau propre, hein, elle est pas souillée. Après 3 jours de marche difficile, j'arrivais enfin sur l'arête nord de la montagne Chupichak. De là, j'aperçus au loin le fleuve Cocolic. Le relief pour y accéder me laissait envisager une des marches les plus agréables. En effet, le tussoc avait fait place à un sol sablonneux et caillouteux dont la formation me donnait l'impression d'une autoroute naturelle. Voilà la rivière Cocolic où on va aller chercher du charbon. Tout comme le fleuve Utucoque, la source du fleuve Cocolic se situe dans le massif ouest de la chaîne de montagnes de Brook. Elle fait partie de la région des hautes terres de l'Utucoque. C'est un fleuve sauvage, très peu fréquenté et au paysage grandiose. Il coule lentement en remontant vers le nord sur plus de 320 km pour se jeter lui aussi dans le lagon de Kasségaluk. La raison pour laquelle je voulais explorer cette partie du fleuve était que sur les abords de celui-ci, d'énormes gisements de charbon se trouvaient là, à même le sol. Il y en avait tellement que même les chiens de prairie devaient creuser dans leurs filons pour se faire leur nid.
Voilà ce qui pourrait être une des futures mines de charbon dans le nord-ouest de l'Alaska. Ce fameux charbon qui est très pauvre en soufre, avec un très haut rendement énergétique, en fait l'un des meilleurs charbons. Il y en aurait entre 400 milliards et 4 milliards de tonnes. C'était assez pour changer l'aspect physique de la région à jamais, et ainsi mettre en danger le site de vélage de la grande arde de caribou de l'Arctique de l'Ouest. Caribou, dont je ne voyais maintenant que des traces. Et plus le temps passait, plus les doutes s'installèrent en moi quant à la chance de rencontrer ce troupeau majestueux. Mais pour le moment, je profitais de l'instant présent qui m'était offert. Le temps était superbe, et je voulais rester un jour ou deux à explorer les environs. Je vous présente mon nouveau compagnon. Finalement, j'ai vu personne pendant tout ce temps-là. Et puis là, il y a... C'est super. Il y a un petit renard là, qui est juste à côté de mon camp de base. Je vous montre. Regardez. Il est là. En plus, je sais pas comment ça... Si c'est une femelle ou un mâle, mais va-t-on savoir. En tout cas, c'est vraiment très joli comme animal. Il a une belle fourrure. Il a une belle fourrure. En tout cas, il a l'air très sympa. Ça faisait déjà quelques jours qu'il venait dans le coin. Et puis... Ah, voilà, j'ai ma réponse. Bah, c'est une femelle. Albert. Albert, le chien de prairie. Cela faisait plus de 2 semaines que je n'avais pas vu un seul caribou. Et malgré les nombreux signes de leur présence, la région était devenue déserte, comme s'ils avaient quitté les lieux. Donc, après avoir quitté le fleuve Cocolic et être repassé par mon camp de base, je partis dans le sud des hautes terres de l'Utukok, à travers la chaîne de montagnes de Brook,
pour me retrouver dans la réserve nationale du Noatak et ainsi espérer croiser le troupeau. La réserve fait un peu plus de 26 600 km². Elle a été créée en 1978 par le président Jimmy Carter dans le but de protéger l'intégralité du bassin fluvial du fleuve Noatak. De ce fait, il est le plus large système fluvial resté intact et non altéré par l'activité humaine des États-Unis. La réserve possède une biodiversité importante et la végétation, sans être différente de celle des hautes terres de l'Utukok, est déjà beaucoup plus luxuriante. On s'y croirait, hein? Dans la jungle. Ah non, c'est pas la jungle. C'est l'Alaska, avec tous les moustiques. Une petite vallée profonde encaissée, avec des grands arbres pour l'endroit. Il était très tôt ce matin-là. Et alors que je me trouvais dans une vallée sans nom, sur la frontière entre les hautes terres de l'Utukok et la réserve du Noatak, un grognement me sortit soudain de mon sommeil. Au début, j'ai pensé à un ours. J'ai vite pris mon spray, mais très rapidement au loin, j'entendais d'autres grognements. Je réalisais que ce n'était pas le rugissement d'un ours, car je reconnaissais le cliquetis très particulier que produit l'articulation des caribous lorsqu'ils sont en mouvement. Ce matin-là, mon cœur battait vraiment la chamade. Il est, je sais pas quelle heure du mat, le grand troupeau de caribous de l'ouest de l'Alaska passe devant ma tente. Il y en a partout, sur toute la montagne, regardez là-bas. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Le troupeau entier de caribous de l'Arctique de l'Ouest passait dans la vallée. Il y en avait partout, traversant la rivière, sur les pentes, au-dessus de la vallée, autant que mes yeux puissent les voir. Ils étaient là, calmes, complètement indifférents à ma présence. C'était vraiment un magnifique spectacle à voir. Pour moi, le voyage s'arrêtait là. Ce que j'ai cherché durant ces 9 semaines, Dame Nature me l'avait offert. J'avais vraiment eu le sentiment d'avoir été privilégié. Mais maintenant, c'était début août, l'été laissait rapidement place à l'automne et les températures chutaient rapidement. Il était alors grand temps de téléphoner à Eric pour qu'il vienne me chercher, et c'est le cœur gonflé et la tête pleine de belles images que je quittais ce lieu magique.
plus dur, c'est les petits besoins. Parce que la partie la plus protégée du corps se trouve à un moment de la journée la plus exposée.